La geek de service. Je lance cette semaine, puisque c'est le début de la nouvelle année scolaire, j'y vais par année scolaire, la saison 4 du balado. Je ne peux pas croire que je suis rendue à 4. Quand j'ai débuté ça, j'étais dans mon garde-robe, on était en temps de COVID. Je m'étais dit pourquoi pas m'essayer en balado et je suis déjà à la saison 4. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 47, donc j'approche une cinquantaine d'épisodes qui sont disponibles. Cette année, mon objectif, c'est de continuer à vous offrir des épisodes courtes, une 15 à 20 minutes environ, donc quelque chose qui s'écoute rapidement pendant une pause, par exemple, ou en déplacement vers le travail. Je vais continuer de vous faire une veille technologique, le partage de mes coups de cœur, mes découvertes. C'est souvent axé sur l'éducation, mais j'ai toutes sortes de choses qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas seulement pour le milieu de l'éducation, bien que, puisque j'œuvre dans ce domaine, il y a souvent des nouveautés en lien avec l'éducation. N'hésitez pas à repartager les épisodes sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à faire découvrir le balado. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux ou encore sur mon blog, lageekdeservice.com. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous voulez me partager vos coups de cœur ou une nouveauté dont j'ai pas parlé que vous aimeriez me partager. Si vous avez des questions aussi, des choses que vous auriez voulu savoir, ça me fera toujours plaisir de répondre à ces questions-là dans un épisode futur. Une première nouveauté dans Google Classroom, donc en éducation cette fois-ci, ce sont les nouveaux modules complémentaires qui sont enfin arrivés. Il me semble avoir lu quelque part qu'on parlait que ça fait 18 mois qu'on les attend, donc on nous les présente depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est les modules complémentaires? Bien, ce sont des petits ajouts lorsqu'on assigne un devoir aux élèves qui sont liés avec d'autres outils qu'on utilise assez couramment. Par exemple, qui peuvent être avec Kahoot, avec Edpuzzle, j'ai vu Genially, j'en ai vu toute une panoplie d'outils que vous connaissez probablement et que d'habitude, vous donnez en devoir, mais l'élève clique sur le lien, bascule vers, par exemple, Kahoot, se réauthentifie dans Kahoot, doit entrer là, soit sa connexion avec Google ou autre, ou ses mots de passe, et là, bon, s'en va dans un autre onglet pour naviguer dans Kahoot. Eh bien, les modules complémentaires dans Google Classroom vont faire que l'élève reste dans la plateforme et déjà authentifié. Donc, on sauve des clics. Moi, chaque fois que je peux sauver des clics, je trouve que c'est merveilleux, mais encore plus quand on a 26, 30 élèves devant nous qui doivent cliquer. On sait ce que c'est, le temps de connexion. Es-tu à la bonne page? Non. Ben, tu as oublié de cliquer là-dessus. Donc, si tout est intégré et accessible rapidement, moi, je trouve ça génial et j'adore. C'est disponible par contre avec les licences Teaching and Learning ou la version Éducation Plus. Les licences Teaching and Learning, ce sont des licences que votre administrateur de console peut acheter. On parle d'à peu près une soixantaine de dollars par année et les licences sont transférables d'un usager à l'autre. Donc, par exemple, une école pourrait décider d'acheter une dizaine de licences et de les assigner à 10 enseignants qui sont vraiment des super utilisateurs de Google Classroom, alors que les autres vont rester dans la version gratuite de base qui n'a pas les modules complémentaires. Le Éducation Plus s'applique à tout le domaine. Donc, si on est dans un centre de service scolaire, c'est vraiment quelque chose qui est à tout le domaine. Et là, on parle d'un peu plus de sous. Ça dépend du nombre d'élèves et tout. Donc, le calcul se fait plus, c'est plus une décision organisationnelle rendue là. Informez-vous parce que de plus en plus, il y a des établissements qui se procurent les licences Teaching and Learning. Souvent, c'est demandé en début d'année et c'est appliqué à votre compte enseignant toute l'année par la suite. Sachez que les élèves n'ont pas besoin des licences, c'est le prof qui assigne et dès que vous l'avez, mais vos élèves ont accès aussi. Donc, une nouveauté que j'ai bien hâte d'essayer. J'ai vu beaucoup de présentations, assisté à des webinaires où on m'a présenté l'outil, mais j'ai pas eu la chance de jouer avec. Donc, j'ai très hâte de pouvoir tester le tout et surtout d'avoir des impressions dans les classes, de voir comment ça fonctionne et tout.
Vous savez comment j'aime faire du ménage numérique dans mes outils. Moi, quand il y a trop de choses, trop de permissions données à toutes sortes d'outils, ça me dérange. Donc, j'aime régulièrement aller faire du ménage, tant dans mes courriels que dans mes dossiers. Ça m'aide à éviter la surcharge numérique. D'ailleurs, je vous parlais de ménage numérique dans les épisodes 32 à 35, si vous voulez aller revisiter le tout pour peut-être vous donner des idées pour démarrer l'année du bon pied et avoir vraiment fait le ménage un peu partout. Cette fois-ci, ma petite astuce cette semaine, c'est pas une nouveauté, mais une petite astuce dans Google Drive. On pense pas tout le temps à aller voir les permissions que l'on a accordées à certains outils. Souvent, quand on ajoute un outil, on a une page qui nous détaille les accès qu'on donne. Donc, par exemple, on donne accès justement à notre Drive pour qu'il soit capable de venir déposer des fichiers ou synchroniser le tout, par exemple. Mais parfois, on essaie des outils, puis finalement, ça nous plaît pas, on passe à un autre outil, mais on n'a pas retiré les permissions à cet outil-là. Donc, je vous invite à aller visiter dans les paramètres de Google Drive, d'aller voir, vous allez avoir une section où on voit toutes les permissions qu'on a données à des outils. Mais faites le tour. Est-ce qu'il y a des outils que vous n'utilisez jamais? Retirez les permissions données. Vous pouvez retirer l'outil aussi en passant, mais allez retirer les permissions des outils que vous n'utilisez pas. Ça fait un petit ménage et on ne se retrouve pas à donner des accès à pu finir à nos choses, à des outils dont on n'a plus besoin. Pour ceux qui utilisent Google Agenda, je vous parle d'une petite nouveauté qui est très pratique. Personnellement, je fais le saut présentement, je change de milieu de travail et on utilise vraiment Google au complet. Avant, j'utilisais le Drive, j'utilisais différents outils de Google, mais pour les courriels et pour les agendas, c'était Outlook. Là, maintenant, je fais le saut vers Google Agenda et une petite nouveauté qui a été ajoutée que je trouve très pratique si vous êtes en mode hybride pour le travail, ça permet de venir identifier son lieu de travail. On peut, premièrement, dans nos paramètres de Google Agenda, venir définir un horaire de travail typique. Si, par exemple, vous savez que vous êtes en télétravail à la maison les lundis et les mercredis, vous pouvez venir l'indiquer et l'appliquer partout dans votre calendrier et appliquer pour les autres journées votre lieu de travail. Il y a aussi une troisième option, donc on peut venir modifier si c'est quelque chose, par exemple, je suis sur la route les vendredis, bien, on pourrait le mettre, ou si vous êtes à un troisième endroit les vendredis, par exemple, bien, vous pourriez l'indiquer. On peut le faire et s'appliquer à une semaine typique, mais on sait très bien que les choses changent dans la vie. Donc, dans votre agenda, vous pouvez facilement aller le changer et dire finalement, aujourd'hui, je vais être à tel endroit. Si vous l'avez appliqué, vous allez voir en haut de votre agenda le petit icône qui vous dit vous êtes à domicile, vous êtes au travail, vous êtes sur la route. Petite astuce, moi j'aime bien utiliser les emojis pour ajouter du visuel. Donc, quand je personnalise, par exemple, que je suis sur la route, souvent, je vais mettre une petite auto. Je faisais la même chose avec Microsoft Outlook. Donc, ça permettait, si je partage mon agenda aux collègues, d'aller voir rapidement, ah, OK, elle est au bureau aujourd'hui ou ah, elle est sur la route. Donc, je risque pas de la croiser au bureau aujourd'hui. Donc, en mode organisation, le partage avec les collègues, c'est vraiment génial comme petite nouveauté. J'ai enfin pris le temps de visionner le dernier épisode de Space Explorer sur la MetaQuest. Je vous avais déjà parlé des 3 autres épisodes. C'est une série de documentaires en réalité virtuelle qui se passe dans l'espace. Et cette fois-ci, avec le 4e épisode, on sort à l'extérieur de la station spatiale. C'est époustouflant. Les frissons sont absolument garantis. J'ai trouvé que c'était un moment quasiment méditatif que de regarder et les partages des astronautes sont vraiment, vraiment intéressants. J'aurai jamais la chance dans ma vie d'aller dans l'espace comme la majorité d'entre nous, mais j'ai comme une impression d'avoir pu vivre un petit moment, un petit aperçu. C'est vraiment génial. Je suis vraiment une grande fan de tout ce que fait Félix and Paul et cette série documentaire-là, c'est vraiment un must. Que vous soyez fan d'espace ou pas, ça vaut la peine d'écouter, de voir le vécu des astronautes, mais juste de voir les images époustouflantes de notre belle planète, c'est extraordinaire. Euh, C'était pas gratuit quand j'ai commencé les premiers épisodes qui datent d'il y a plus d'1 an, mais la 4e m'a rien coûté pour la télécharger. C'était dans
le store ou le magasin de MetaQuest. J'ai passé par l'application Felix and Paul qui était déjà installée, qui permet d'ailleurs le visionnement de d'autres documentaires qu'ils ont fait et j'ai pu aller visionner la 4e épisode. D'ailleurs, petite nouvelle au niveau des MetaQuest, ils ont augmenté leur prix de près d'une centaine de dollars pour les casques. C'était en vigueur à partir du 1er août, donc j'espère que le vôtre était acheté avant et que vous avez économisé une centaine de dollars si c'est le cas. Finalement, de belles nouveautés dans les Chromebooks. On nous avait parlé en fin d'année vers le printemps de Screencast, qui est une espèce de Loom ou Screencastify ou autre, là, qui vous permet de faire des captures d'écran vidéo en ajoutant votre visage en vignette avec des outils d'annotation intégrés dans l'outil pour vraiment expliciter quelque chose ou faire une démonstration. Mais c'est intégré dans le Chromebook, donc on n'a pas besoin d'aller télécharger une extension ou une application ou autre. Donc, c'est vraiment génial. Mais ils ont aussi ajouté dernièrement, avec la dernière mise à jour, la possibilité d'annoter des PDF directement dans le Chromebook. Donc, plus besoin d'autres outils. Directement, quand on ouvre le fichier, on a des outils d'annotation. On peut donc signer des documents, par exemple, ou encercler, annoter pour ensuite envoyer le document à quelqu'un d'autre. Ils ont aussi ajouté dans Google Photos un outil de montage vidéo. On avait déjà un petit outil qui nous permettait de faire pas une vidéo, mais un petit montage photo comme animé en vidéo. Là, maintenant, on a vraiment un outil de montage vidéo directement dans Google Photos. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils ajoutent des fonctionnalités à l'outil, donc qui ne nécessitent pas de passer par un outil tierce. On n'a pas d'extension, on n'a pas à se reconnecter ailleurs. J'en parlais dans la première nouveauté dont je vous ai parlé, éviter le nombre de clics, ben on est là-dedans quand c'est déjà dans les outils, puisque je me suis déjà connectée, c'est déjà des fonctionnalités dont je peux me servir. J'adore. En passant, si vous êtes propriétaire d'un Chromebook ou si vous les utilisez régulièrement, peut-être avec des élèves ou autres, ou pour vos enfants, je vous suggère le blog mychromebook.fr, qui est un blog français qui fait vraiment une veille des Chromebooks. Leur balado, je l'apprécie particulièrement. On y présente les nouveautés sur le blog en fonction audio, donc pratique quand on veut aller, par exemple, prendre une marche où on est en train de faire du ménage, on peut écouter plutôt que lire. J'aime ce mode multitâche de mon côté, mais j'aime beaucoup les animateurs qui sont vraiment sympathiques, qui ont chacun leur expertise et leur façon d'utiliser Chrome OS et les Chromebooks avec différentes façons de voir les choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Le balado ou le blog, une découverte de mon côté. J'essaie de me limiter à 5 nouveautés ou découvertes par balado pour rendre ça le plus court possible, mais j'en ajoute une. C'est très geek. Ça sert à rien à part avoir du plaisir parce que des fois, la technologie, ça peut être ça aussi. Juste relaxer et avoir du plaisir. Je suis une grande fan de Game of Thrones, puis non, ça me tente pas qu'on jase de la dernière saison puis de la finale. Partez-moi pas là-dessus. Mais bien sûr, puisque je suis une grande fan, je vais écouter la semaine prochaine, le 21 août, House of the Dragon, donc une spin-off qui se passe 200 ans avant l'épisode et tout, donc pas les mêmes personnages, mais qui suit les Targaryen et leur dragon que j'apprécie particulièrement. Eh bien, ils ont sorti une application qui fonctionne autant sur Android que iOS, donc avec vos appareils mobiles. Bien sûr, il faut avoir un appareil mobile assez récent pour faire de la réalité augmentée. Parce que ce que ça fait, c'est que vous allez élever un dragon. Vous allez donc débuter l'expérience en choisissant un œuf de dragon. Vous allez le voir éclore. Vous allez avoir un bébé dragon qui va se promener dans votre salon ou à l'extérieur parce que ça fonctionne bien à l'extérieur aussi. Vous allez le nourrir et vous allez apprendre un paquet de commandes. Cette semaine, j'étais tout énervée parce que je pouvais enfin dire Dracarys à mon dragon et qu'il crache du feu. Donc, vous allez vous amuser. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en famille. C'est pas, c'est un petit dragon qu'on élève, qu'on nourrit. On apprend à interagir avec lui. Donc, une petite nouveauté que je tenais à ajouter. Et c'est tout
pour aujourd'hui. Je continue à vous faire une veille numérique. Je vous reviens très bientôt avec plein de découvertes sur le balado. Mais en attendant, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou encore sur Twitter où j'y partage mes découvertes des veilles technologiques, les épisodes de balado que j'ai particulièrement appréciés. Vous pouvez aussi visiter mon blog où vous allez pouvoir suivre un peu les mêmes choses, mais sous forme de blog à la place. Donc, si vous en avez manqué sur les réseaux sociaux, vous pouvez passer au blog pour voir le tout. Et n'oubliez pas de partager cet épisode si vous avez apprécié. Ça aide à me faire connaître et à peut-être faire de belles découvertes à vos collègues et amis. À bientôt!